éternel au moment de clore les matchs. Les Knicks ne savent pas faire. Et puis, un coup, le défilé permanent des joueurs, tout le temps, ça ne permet pas aux joueurs de se poser. Quand on vous dit, vous êtes bon aujourd'hui pour jouer, demain vous n'êtes plus là du tout. Et puis, la critique qu'on avait entendue, il y avait l'autre qui critiquait le front office de New York, c'était Ernest Cantor. Aujourd'hui, le joueur a, semble-t-il, tourné sa veste aussi pour dire ce n'est pas bien du tout que les joueurs critiquent. Ils doivent faire des choix. Certes, ils doivent faire des choix, mais quand on a constaté que ça ne marche pas, Phil Jackson est parti, mais les Knicks ont toujours les mêmes problèmes. Donc il y a quelque chose de modifié. Rendez-vous compte, les Knicks sont simplement au monde l'une des franchises sportives les plus riches. Ils sont même plus riches que la plupart des clubs en Europe. On demande l'avis du doc. Le doc ONP, David Fisdale, toi aussi tu préconises un nettoyage nettoyage approfondi du staff des Knicks où tu dis bon ça changera quoi finalement. Le doc, les Knicks. C'est compliqué parce que moi je suis pour qu'il bouge, mais pour mettre qui? Ouais. Parce que le problème c'est que Mark Jackson. Je suis pas dirigeant. Mark Jackson. Pardon? Mark Jackson. Oui, par exemple, un ancien de la maison, mais Mark Jackson aura quel moyen à sa disposition pour accepter cela? C'est pas... À un moment donné, quand tu as des dirigeants qui te disent non, nous, on n'a pas rencontré Kawhi Leonard parce que ça nous intéresse pas, on sait déjà. C'est pas. Tu envoies quel message même au prochain coach, à ton coach, tu envoies quel message à tes supporters? Des dirigeants qui ne savent même pas ce qu'ils font. On dirait qu'ils mangent l'argent du milliardaire et chacun touche son salaire en faisant semblant de bosser. Tu peux pas être New York et une période de free agency comme celle de cet été et l'été prochain. Tu peux pas être le plus gros marché de la ligue et tu n'attires personne. Et au contraire, pire que ça, c'est le rival de la même ville, le quartier de ta ville qui est en train de les attirer. Et qui a changé de proprio, on rappelle, qui a changé de proprio, il a un nouveau proprio qui est venu tout récemment là. Oui, mais c'est incroyable ça que c'est ton rival, quartier de la ville, c'est-à-dire qui vient attirer tout le monde. Les gens. Tu enchaînes, tu enchaînes le Doc ONP. Tu enchaînes, tu gardes la main, mais je voulais rajouter un peu de miel dans ton thé pour dire que les Nets, ils ont vraiment relevé, même au niveau de l'image, de l'équipe sur le plan de cette ville New York. Je sais pas si tu as vu le pataquès qu'ils ont fait pour leur nouveau maillot là avec l'image de Biggie, Notorious B.I.G., tout ça. Je sais pas si t'as vu tout ça, non? Les Nets de Brooklyn. C'est pour ça qu'ils font hommage au quartier, c'est Brooklyn. De Brooklyn, oui, Brooklyn, oui. Et limite, ils vont même, et pire que ça, ils vont même mettre habillé le quartier Bed-Stuy. Bed-Stuy, c'est l'un des quartiers les plus malfamés, c'est le ghetto. Et comme Biggie était de cette rue, la rue, on le sait bien, Bed-Stuy a été plus connu dans la série Everybody Hate Chris. Oui. Tout le monde déteste Chris, là, de Chris Rock. C'est un quartier malfamé, c'est une portion de maison malfamée, mais qui est tellement connue parce qu'il y a eu des rappeurs, il y a eu de la violence, mais ils sont en train de mettre en avant tout leur coin de Brooklyn, alors qu'ils sont dans New York, où New York a l'équipe phare de la ligue à la base. Et chaque fois que je vois ça, je suis mort de rire parce que j'imagine un peu le fan de New York, le vieux fan de New York qui est là depuis des années et qui a vu Brooklyn lui passer devant, le fan qui vit à Manhattan, qui essaye de supporter son équipe depuis, qui est fidèle, et qui a vu Brooklyn arriver en NBA, quitter New Jersey, parce que déjà, à l'époque... Il était à New Jersey, oui. À l'époque, dans le New Jersey, les gens de New York disaient que oui, c'était le coin des bourgeois là-bas,
et que voilà, le vrai basket, c'est nanana. Ils ont déménagé, sont venus chez vous, ils ont traversé la rive pour venir chez vous et finalement grandir plus que vous. Et avec des dirigeants, je me dis, le supporter de New York a dû avoir mal. Moi, j'ai vu les New York Knicks faire bouger toute la ligue. Quand les Knicks jouaient, on était plus jeunes. Nous, on aimait ça, juste les voir. C'est vrai. C'est que les Knicks, maintenant, ça fait mal. Phil, moi, hier, je veux vous raconter une anecdote. J'ai donné des conseils en pronostic. Avant le match, j'ai senti le back-to-back. Déjà, Boston vient constamment les taper. Et la rivalité Boston-New York, ceux qui connaissent la géographie américaine la connaissent. Boston prend un honneur à venir les taper au Madison constamment et des écarts. Et hier, j'ai dit à tout le monde, c'est plus 20 points d'écart minimum. Ils ont pris presque 40 points d'écart face aux Bucks. Et tu venais voir, ça n'avait même plus de sens. Et là, je regardais comme ça, je disais, Seigneur Dieu, c'est les Knicks, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette équipe? Ouais. C'est les dirigeants à changer en premier lieu avant le coach. Il faut trouver Je comprends pourquoi ils sont en train de vouloir proposer tout l'or du monde à Ujiri Masai. Ouais. On verra bien qui décidera. Et ils veulent pas lâcher l'affaire. Ils veulent pas lâcher l'affaire sur Ujiri. Vas-y, Messi, après on enchaîne. Tu veux dire quoi? Non, moi ce que je dis juste, c'est que quand Kyrie Irving s'associe avec Kevin Durant, la destination c'est les Knicks quand même. Ils n'étaient pas partis pour aller au Next. C'est Kyrie, Kevin Durant dit on va au Knicks. C'est Kyrie Irving qui dévie la chose et ça se retrouve. Ouais. C'est Kyrie qui dévie la chose et ça se retrouve honnête. Vous savez, tout se parle, tout se disait. Vous savez que Kevin Durant était intéressé par les New York Knicks. Mais quand vous entendez une telle information, où sont les GM? À quel moment vous entrez en action? Parce qu'on dit pas de tampering. Mais les meilleurs GM, ils ont les meilleurs joueurs parce que c'est pas au moment où vous commencez à bavarder avec un joueur et signe. C'est quelques mois avant, vous entrez en contact. C'est peut-être pas légal, mais ça se fait. On bavarde, on voit les agents, on discute. Mais les Knicks, rien de tout ça. Les gens, ils ont pas envie de venir chez nous. Ah bon, ben c'est pas grave. Nous, on a connu les guerriers des Knicks avec les Doc Rivers, les Mark Tierson, tous ces gens-là qui étaient aux Knicks, c'était les Spike Lee se déplaçaient. On voit cette fameuse scène entre Spike Lee et Reggie Miller pendant un match des Knicks. Il y avait l'ambiance. Les Knicks ne peuvent pas être une franchise riche et finir comme ça. Tout est à revoir aux Knicks. Et Ujiri Masai ne peut pas venir dans un endroit où il n'a pas les points pour pouvoir. Il faut donner à quelqu'un les points pour pouvoir pour restaurer le passé glorieux des Knicks. Les Knicks ont quand même 2 titres. Et il y avait quand même l'actuel président de Miami, c'est quand même un ancien des Knicks. Ouais, Pat Riley. Si tu vas chercher loin, celui qui a détruit ce club pour moi, Phil Jackson, était un joueur des Knicks avant. Ouais. Il a gagné son titre. Il avait gagné avec les Knicks. Ouais. Il a une bague de joueur là-bas. Et c'est pas normal ce qu'il est arrivé faire là-bas et se barrer. Au moins, moi, j'ai discuté avec quelqu'un hier qui me disait pourquoi Phil Jackson n'a pas, à un moment donné, assumé son statut de grand coach, comme Isaiah Thomas a fait quand il était là-bas. Il a quitté son statut de président pour aller essayer d'être coach. Ça lui a valu beaucoup de critiques, mais il est allé s'asseoir sur le banc. On a vu beaucoup, comme Popovich quand il était GM des Spurs, quand ça n'allait pas, il allait s'asseoir sur le banc. Il a couru un risque. Et Larry Bird a fait pareil, parce que à Indianapolis, c'est sa ville. Et Phil Jackson est arrivé président, et il a mis des coachs, on ne sait pas trop où il les prenait, pourquoi. À un moment donné, mais comme Phil Jackson est malin, et que tant qu'il n'a pas des Kobe et des Jordan dans son équipe, il ne va pas aller courir le risque de s'asseoir sur un banc, il est resté président à prendre des décisions, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop les décisions. En même temps, il est en couple avec l'autre présidente des Lakers. Lui-même, il est
dirigeant chez les Knicks. On comprenait rien. Phil Jackson, s'il était un vrai président, pour moi, il a foutu un bazar terrible. Il aurait dû aller s'asseoir sur ce banc et dire aux joueurs, vous voulez jouer pour le coach qui a coaché Jordan 6 bagues, Kobe 5 bagues, venez. Il pouvait attirer les gens comme ça, mais il n'a rien foutu. Il est resté là, assis sur son fauteuil de président, à gâter l'équipe. Ouais. Allez les amis, on va passer à autre chose. Laissez-moi partager avec vous le dossier concernant la Basketball Africa League. Alors j'annonce déjà que sur le parquet de la Radio Off, on va couvrir la saison Africa League. On va la couvrir du mieux du mieux possible. On rappelle quand même que c'est quand même exceptionnel ce qui se passe avec cette ligue africaine, mise en place par la NBA. Alors je vous donne l'info rapidement avant qu'on enchaîne avec le débat sur le paradoxe James Harden. Donc ce que je voulais préciser, c'est que la Basketball Africa League va abriter ce sera pendant 2 ou 3 jours, il me semble que c'est 2 jours, ce sera du côté de Brooklyn, ce sera mercredi et jeudi au Nets de Brooklyn. Ils vont donc abriter la Basketball Africa League Draft Combine. Donc pendant cet événement, il y aura donc des tests anthropométriques, des tests physiques, des tests de skills, de développement que les scouts vont effectuer avec des joueurs, avec des coachs. Et on rappelle que les dirigeants viendront des équipes africaines qui se sont qualifiées donc pour les équipes africaines qui sont qualifiées pour ce tournoi. On en profite pour envoyer un gros big up à l'équipe des forces de police. C'est du côté du Cameroun, on l'appelle affectueusement FAP. Cette équipe camerounaise qui s'est qualifiée pour cette Basketball Africa League et qui va donc participer à ce Ball Draft Combine qui va se dérouler à Brooklyn. Je rappelle donc que le président Amadou Gallo Fall, qui est aussi président de NBA Africa, c'est lui le président de la Basketball Africa League, il est aussi président de NBA Africa. J'ai eu l'immense joie et l'honneur de le rencontrer. C'était du côté de Douala lors du passage de Pascal Siakam pour l'ouverture de sa Skills Academy. On a un petit peu discuté Amadou Gallo Fall, avec Radio Olfin Basket. C'était assez intéressant. Donc, il est président de cette ball, et on rappelle qu'il sera présent donc à New York et il sera accompagné de PJ Carl Simo, qui est ancien coach NBA. Il sera directeur du camp, PJ Carl Simo. Ce sera lui le directeur du camp. Et son staff va inclure le head coach Paul Westhead, les ex-joueurs Charlie Bell, je crois que vous connaissez bien Charlie Bell, ça c'est un nom qui vous dit quelque chose, Jaren Jackson Senior et Theo Ratliff. Vous connaissez Theo Ratliff, cet intérieur, ce pivot là, cet ex-pivot NBA, un très très bon défenseur, un petit peu à la Mutombo, de Doc Wenpi. Theo Ratliff qui sera là à New York. Et le coach de l'équipe nationale angolaise qui s'appelle Will Voigt, il sera aussi là, ainsi que le head coach, un head coach NCA qui s'appelle Tom Parota. Donc il y aura plein de personnalités du monde du basket. Il y aura aussi le président de FIBA Afrique qui sera là, Hannibal Manavé, et aussi Pop Mensa Bonsu. Si ce nom ne vous dit rien, on rappelle qu'il est JM en NBA G League chez les Gogo G League Capitals. Pop Mensa Bonsu, un ex-joueur NBA aussi, Dikembe Mutombo qui sera aussi là pour cet événement. Il y aura donc des joueurs de NBA G League qui vont participer à ces 2 jours de test pour rejoindre la Basketball Africa League. Et parmi les joueurs de NBA G League, on va citer Jordan Adams, Rodney Carney, Yakuba Diawara, Tim Quaterman et Chris Smith qui vont réaliser des try-outs
avec 20 autres joueurs de NBA G-League pendant ces 2 jours. Alors on rappelle quelques règles concernant ces équipes de Basketball Africa League. Donc il y a 12 équipes qualifiées pour cette saison, pour la saison 2020. On rappelle que la saison va démarrer en mars 2020. Donc ça va démarrer en mars 2020 et les matchs auront lieu à Dakar, au Sénégal, à Lagos, à Dakar donc au Sénégal, à Lagos au Nigeria, à Luanda et à Rabat, c'est au Maroc, et à Monastir, ça c'est en Tunisie. Donc je répète, je vais me répéter pour ceux qui n'ont pas compris. Dans les matchs vont se dérouler. J'ai oublié le Caire. Il y a le Caire, ça c'est en Égypte, au Caire, à Dakar, au Sénégal, Lagos, au Nigeria, Luanda, en Angola, Rabat, au Maroc, et Monastir, c'est du côté de la Tunisie. Donc ça sera les villes où vont se dérouler les matchs à partir de 2020. Et pour ce qui est de la composition des équipes, chaque équipe aura 12 joueurs actifs et 4 joueurs inactifs. Vous aurez compris pourquoi 4 joueurs inactifs. Ça, c'est au cas où vous avez des joueurs blessés ou absents. Dans ce cas-là, les 4 joueurs inactifs vont servir de réserve pour renforcer l'équipe. Donc 12 joueurs actifs, 4 joueurs inactifs. Et dans le roster, il y aura donc 8 joueurs qui devront provenir obligatoirement, 8 joueurs qui devront avoir la nationalité des clubs d'origine, à savoir, je prends l'exemple de FAP du Cameroun. Ils devront avoir 8 joueurs camerounais d'origine camerounaise et 4 joueurs étrangers. 4 joueurs étrangers qui pourront venir de n'importe où. Donc 8 joueurs, je me répète, donc 8 joueurs d'origine de leur pays d'origine, de nationalité d'origine, et 4 joueurs étrangers et 2 joueurs je reprends pour ne pas m'embrouiller. Alors 8 joueurs de nationalité, 4 joueurs étrangers et 2 joueurs de plus ils ont précisé 2 joueurs en dehors de l'Afrique, donc 2 joueurs hors Afrique. Donc ça veut dire que 2 joueurs hors Afrique, donc ça fait 6 joueurs en fait. 4, 5, 6, ça fait 6 joueurs internationaux qui pourront être rajoutés à ces équipes. Voilà, donc je pense que c'est des détails très importants. On rappelle qu'on va vraiment couvrir cette ligue. Et on rappelle que c'est la première ligue c'est la première ligue officielle NBA en dehors des États-Unis. On rappelle que c'est la NBA et FIBA qui chapeaute ce championnat. Et on rappelle que parmi les nombreux supporters, nous avons les nombreux supporters de cette balle. Il y a Barack Obama, Nike et Jordan Brand qui sont les sponsors de cette ligue. Donc voilà, je voulais donner ces détails importants. Le doc, une réaction? Oui, je voulais dire, tout le monde t'a expliqué. Après, attention, parce que je disais, il faudrait pas que ce soit en fait, parce que ça reste une branche NBA, comme tu l'as dit. Oui. Mais j'avais juste une crainte, j'en parlais hier avec Adrien dans la nuit. Donc, crainte était que ce soit une base de repli de certains joueurs de Summer League américains qui n'ont pas pu trouver, surtout qu'on promet quand même des salaires assez décents au-dessus de ce qu'on trouve dans certains pays, de la moyenne salariale d'un certain pays. Il suffit même, parce qu'on sait que la NBA et les partenaires ont les moyens de donner même $2,000, et que pour un joueur d'un pays africain, avoir $2,000 chaque mois, c'est déjà et vivre son rêve. Et même pour certains, avec des avantages, certains joueurs qui se cherchent aux États-Unis, on les voit revenir ici en Pro B, en National 1, National 3. Ils pourront rejoindre la balle. Ils viennent prendre 1 000 €, 1 500, mais essayer de vivre de leur passion. On avait peur que ce soit une base de repli, qu'on retrouve beaucoup d'Américains venir prendre ce marché. Et on sait, là, comme tu as dit, 2 joueurs extra-Afrique, et 4 joueurs extra-nationaux. Voilà. Mais attention aux naturalisations qui peuvent commencer. On sait comment ça se passe. Tu sais comment ça se passe en Afrique. Et qu'il y a aussi en même temps
parce que c'est assez important pour certains pays d'avoir une équipe qui participe à ça. Parce que il y a des pays qui sont vraiment des pays de basket qui vont mettre la gomme. On sait bien que FAP, par exemple, chez nous, je ne sais pas comment ça a été pris parce que je suis loin, mais on a quand même mis les moyens pour qu'il y ait les meilleurs joueurs. Oui. Là, parce qu'on n'a pas de championnat limite. Qu'il y ait les meilleurs joueurs du championnat qui soient recrutés par FAP pour accéder à ce championnat important. Parce que c'est important que chaque pays soit... Il y a des pays, pour eux, c'est important d'avoir un représentant à ce niveau-là. Et nous, c'est rien du tout. Je pense à des pays comme le Sénégal, qui ont plus de moyens au niveau basket, que au niveau Nigeria. J'ai juste peur que certains pays qui ont les moyens de naturaliser, par exemple, ou bien de proposer des trucs à certains joueurs, se retrouvent dans des situations où il y a des équipes, tu vois 3 Américains, on te dit non, ils ont la nationalité nigériane. Pour les Nigérians, ils ont beaucoup de double nationalité. Ça nous a fait peur. Mais après, bon, c'est la règle du jeu. C'est le jeu, oui. En fait, ce qu'on va dire, c'est qu'il ne faudra pas être surpris si ça arrive, quoi. Il ne faudra pas être surpris. Oui, et qu'il y ait des Parker et des Mac Kini qui soient nigérians, ou bien camerounais, ou bien sénégalais. Oui, voilà, ou égyptiens. Le mec qui s'appelle Johnson, il est subitement algérien. Là, on ne sait pas trop. Mais bon. En tout cas, c'est à l'idée de cette oui. De cette ligue. Oui, c'est vraiment assez excitant. Au départ, moi, je vous l'avoue, j'étais un petit peu circonspect. Et puis, au fur et à mesure que j'ai suivi le déroulement des qualifications, je ne vous cache pas que la qualification de FAP a été un déclencheur en ce qui me concerne personnellement. La qualification de FAP a été un déclencheur. J'ai vraiment apprécié les efforts qu'ils ont donnés dans les matchs. Malgré les gymnases vides, j'espère vraiment qu'ils vont nous apporter au niveau marketing quelque chose pour remplir les stades, parce que voir ces arénas, voir le Palais des Sports, voir tous ces arénas vides d'Okonpi, moi je t'assure que moi ça me hérisse. Oui, ça me hérisse. J'espère que cette expertise NBA, puisqu'on rappelle, la balle, c'est une ligue NBA. C'est la première ligue NBA en dehors des États-Unis. Ça, c'est officiel. C'est pas une ligue africaine. C'est pas une ligue FIBA. C'est une ligue NBA. Donc, pour ceux qui auraient des doutes par rapport à ça, il faut que ce soit clair sur Radio Hall of Fame Basket. En tout cas, j'espère qu'ils vont au niveau marketing, ils vont pouvoir nous faire bouger un petit peu les lignes. Et on espère que ça va aussi faire boule de neige pour ce qui est du développement du basket dans divers continents, je pense notamment au Cameroun. Le doc, tu veux dire un dernier mot, Missy, qui va réagir? Juste que, de toute façon, le choix des pays hôtes va dépendre aussi de la popularité du basket et de la gestion. Parce que pour le basket est populaire, par exemple, au Cameroun, nous ne sommes pas le dimanche pour en parler, mais cette parenthèse nécessaire, c'est populaire. Mais est-ce que la gestion pour amener cette popularité dans les stades est bien faite? C'est donc, ça va être un enjeu pour certains États de faire de la promotion pour que les gens aillent remplir les stades. Parce qu'il y a des États, on a parlé de Lagos, là-bas tu n'as pas besoin, ou même au Kenya. Au Kenya, il y a déjà une mentalité, une popularité du basket où les gens vont dans les stades. Donc, après qu'on ne soit pas étonné que la Tunisie, ce sont des pays où on n'a plus forcément besoin de s'inquiéter pour ça, alors que certains pays comme le Cameroun peuvent être squeezés, peuvent être éjectés de ces... Je ne sais même pas si le Cameroun est même parmi les pays hôtes, non. Non, le Cameroun ne fait pas partie des pays hôtes. Postuler un jour, ça va contribuer. En plus, je peux vous dire, les matchs des qualifications là ne nous ont pas aidés dans ce sens, parce que la FIBA voit, non plutôt la NBA, ils voient, Bien sûr. Ils voient la possibilité quand un stade est vide, ça ne pousse pas à les orienter vers des pays comme ça. Ouais. Missy, une réaction sur la balle? Non, la balle, on peut prendre le positif de ça. Dans toute chose, il y a le positif. Parce que ça permet quand même, ça va permettre à l'Afrique la reconnaissance du basket africain, c'est quelque chose qui n'est plus à discuter.
Elle a tout le temps eu des bons joueurs, mais c'est jamais des joueurs qui sont restés sur le continent. On va se dire que les joueurs vont venir de partout pour jouer aussi sur le continent. On est content du moment qu'on vit actuellement. Nous qui sommes Camerounais, avoir Joël Embiid et Pascal Siakam parmi les meilleurs joueurs actuels de la NBA, c'est bien, mais se dire qu'il y a peut-être des petits joueurs, pas petits en tant que tels, mais dire que des joueurs issus quand même du pays brillent, parce qu'on a vu quand même le Cameroun qualifier une équipe là-bas. Oui. Et dire que le basket national est là. Donc on ne savait pas comment trop ça allait se passer au niveau du mode de sélection. Je trouve que cette formule-là qui était choisie, c'était pas mal du tout. Et en plus, par rapport à Facebook, on pouvait voir des matchs. Oui. Donc c'est bien, c'est tellement bien que ce système n'est pas simplement observé que par la NBA. La FIFA annonce aussi, elle aussi, par rapport au football, la création de sa propre ligue en Afrique. Donc le territoire africain intéresse énormément les sports, oui, parce que les sports, c'est la manne financière de demain. Les sports sont en train de générer énormément d'argent. L'e-sport est également en train de venir en Afrique. Donc tout ça, il faut être prêt. Je dis dans tout ce concert-là, c'est bien quand c'est l'étranger qui est là. Il faut aussi que l'Africain se mette dans l'organisation pour produire aussi. Parce que plus il y a d'opportunités, mieux c'est. Parce que nous n'oublions pas, on le dit souvent, plus de 50% de la population en Afrique, c'est les jeunes. Donc c'est les gens qui sont amenés à être là demain. Partout, la dynamique, elle doit être aussi dans les sports. Ouais. Un pays qui vient est un pays où les sports ont leur bonne place. Ouais. Allez les amis, on passe au débat, à la petite question, le petit débat avec le paradoxe James Harden. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du Talk Show. On ouvre le débat, la question dans ce Talk Show, dans ce podcast de Big NBA Show. On analyse, on partage notre opinion concernant le paradoxe James Harden. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de partager ça avec vous? Tout simplement parce que je suis tombé sur cet article de Kirk Goldsberry, qui est donc rédacteur chez ESPN et qui a écrit un article où il dit que LeBron James est le scoreur le plus prolifique de la NBA, juste derrière Michael Jordan. Le plus prolifique de l'histoire de la NBA, derrière Michael Jordan. Et ça, c'est quand même énorme lorsque l'on a ce genre de déclaration. Alors, je ne tiens pas à aller à l'encontre de Kirk Goldsberry, tout simplement parce qu'il ne ment pas, puisqu'il utilise des arguments forts pour appuyer sa thèse, notamment les dernières performances du barbu. Vous êtes bien entendu au courant de cela, notamment ses 60 points en 30 minutes face aux Hawks d'Atlanta. On rappelle qu'il n'avait même pas joué le 4e quart-temps sur ce match. Je ne vais pas revenir sur toutes les rencontres et sur toutes les performances de James Harden. Je ne vais pas revenir sur l'appui, sur le point concernant l'efficacité de James Harden en position ISO. Ça me fait penser à Carmelo Anthony, je ne sais pas pourquoi. Et je ne vais pas parler non plus de l'efficacité globale de James Harden
en attaque. Et je vais aussi, mais je vais partager avec vous cette déclaration, c'est Demar DeRozan qui l'a dit. Il a déclaré, Demar DeRozan qui a déclaré, je suis sûr que dans son esprit, il a envie de faire un match à 100 points. James Harden, je suis sûr qu'il a envie de faire un match à 100 points. Et pourquoi pas, peut-être qu'un de ces jours, son coach le laissera aller jusqu'à 100 points. C'est possible en tout cas lorsque tu fais 60 points en 30 minutes, tu peux bien faire beaucoup plus. James Harden, alors le paradoxe, il vient de quoi? Il vient tout simplement du fait que James Harden est aussi le joueur le plus attendu, en tout cas il fait partie des joueurs les plus attendus en playoff. Et malheureusement, James Harden et les Rockets de Houston ont régulièrement déçu. Voilà, alors Missy est là pour en parler. Le Doc ONP, on a plusieurs fois vu James Harden se ratatiner en playoff. Et c'est assez paradoxal lorsque vous avez un joueur qui est totalement inarrêtable en saison régulière et qui est capable de performances bizarres en playoff. Alors, il y a les déclarations du NBA Scouts des Raptors de Toronto du côté de Kenya Abel-Sons qui me reviennent en mémoire là, où il disait notamment qu'en playoff, ce n'est plus la même chose. Lorsque tu arrives en playoff, tu joues contre une seule équipe pendant plusieurs matchs, donc ils ont le temps de s'adapter à ta façon de jouer. On rappelle que James Harden est le joueur sur qui les franchises réalisent le plus de prises à deux. Les Mavericks avaient réalisé près de 55 prises à deux lors de la dernière rencontre face à James Harden. Et il y a un développement de la Harden Rules qui est en train de se mettre en place du côté des franchises NBA pour tenter de stopper la star des Rockets de Houston. Voilà, James Harden, il marche sur l'eau en saison régulière, mais James Harden, il est aussi attendu en playoff et pour l'instant, il n'a pas convaincu. On fait réagir le Doc ONP sur ce paradoxe James Harden, mais si ensuite le Doc ONP, le paradoxe James Harden, est-ce que tu es d'accord avec ça déjà? L'expression. Oui, le paradoxe, moi je dis, James Harden, j'ai compris un truc, moi, c'est juste d'apprécier son œuvre qu'il fait. Je me suis dit déjà que dans quelques années, je dirais à mes enfants ou à mes petits-enfants que quand je verrai un scoreur de leur époque, je dirais vous n'avez pas vécu James Harden. Parce que il y a des joueurs comme ça. Je voyais quelqu'un qui a publié dans le groupe Off sur WhatsApp les stats de Will Chamberlain. Et il était émerveillé. Il disait, Will Chamberlain, il jouait comment? Lui, il était au-dessus, c'est de la magie. Sauf que Will Chamberlain, il a eu qu'un seul titre. Et je voulais lui dire qu'il a eu qu'une seule bague. C'est vrai. Et en plus, Will Chamberlain a joué quand même avec des gars costauds. C'était pas de la blague, mais il n'a pas gagné. Et James Harden, pour l'instant, sa carrière n'est pas finie. Ça se dit, il va choper une bague. On sait comment faire pour choper une bague, surtout des multimillionnaires comme ça. À un moment, il n'aura plus besoin d'argent, il va s'associer quelque part, là, s'il veut, à la fin de son contrat. Il peut même jouer juste 30 minutes. S'il va dans la meilleure équipe, il peut jouer même 20 minutes par match. Et il est champion. Mais à la fin, on va retenir qu'il a une bague et que c'est l'un des meilleurs marqueurs de l'histoire et que c'est record. Et ça restera. Maintenant, pour ce qui est des playoffs, oui, il y en a comme ça, mais j'ai envie de dire, qui va nous dire que Patrick Ewing a toujours eu un problème en playoff? Maintenant, ceux qui l'ont vécu vont se dire Patrick Ewing a toujours laissé tomber son équipe en playoff. Non, c'est Michael Jordan qui l'a toujours freiné en playoff. Il n'a pas laissé tomber même si nous on voulait qu'il le batte, il n'a pas fait. Qui va se lever et nous dire là que Reggie Miller a toujours eu des grosses saisons et des tirs à 3 points et que dans des matchs, on va lui dire, Reggie Miller va dire Jordan m'a arrêté 3 fois consécutivement, ça m'a un peu refroidi, ou bien 4 fois. C'est ça le problème aussi, c'est que Harden, moi je le dis depuis, le seul moment où Harden m'a déçu, c'est la fameuse finale de conférence. Non, c'est la demi-finale de l'année dernière. La demi-finale de conférence. Sinon, on regarde depuis 2015, et je l'ai dit ici, Harden se heurte
à la meilleure équipe de la ligue. Ce Les n'est Warriors. personne d'autre. Harden est arrivé un an avant, en 2013-2014, aux Rockets. Dès 2014-2015, il est en finale de conférence avec les Rockets. Il a attendu pourtant quand il arrive, il était ancien 6e homme. Et les Rockets misent sur lui. On se pose des questions. Mais, dès qu'il arrive, les premiers playoffs 2014, Damian Lillard les élimine avec un buzzer de la folie. Mais à partir de 2015, son équipe n'est battue que par les Warriors. Ouais. Finale de conférence face aux Warriors. Premier tour face aux Warriors 2016. Après, ça s'est enchaîné. Finale de conférence, demi. Ce n'est que les Warriors. Il a un problème en playoff, oui, mais il a un problème face aux Warriors surtout. Il avait un problème pour passer les Warriors. Il y a des gens comme ça où c'est les mêmes qui les Si je te suis, tu enchaînes là, donc, mais si je te suis aujourd'hui avec un James Harden à 38,9 points par match, 5 rebonds et 7 passes décisives, et avec des Warriors qui sont parmi les derniers, il doit être champion NBA. Aujourd'hui, James, après, les saisons passent, regarde. Je ne sais pas si les Warriors de l'année dernière, avec la concurrence qu'il y a dans cette conférence, sont favoris. Ils sont parmi les favoris, mais ils sont plus grandissimes favoris. Cette année, la conférence Ouest s'est armée en pensant que les Warriors aussi allaient peut-être rester. Les gens commençaient à anticiper depuis janvier. Parce que Kevin Durant, en cas de victoire et pas de blessure, ça se dit, tout le monde reste là et ils repartent pour une année. Mais est-ce qu'ils sont, avec les effectifs que je vois, j'ai juste un seul truc à dire, que moi je dis depuis, celui qui va éliminer Harden devra être au moins aussi fort que les Warriors. Au moins aussi fort. Parce que ce n'est que la force des Warriors qui éliminait l'équipe de Houston. Et il y a eu 2 Game 7, s'il vous plaît. Il y a pas, c'est l'année dernière que moi je suis juste déçu parce que Kevin Durant est blessé. Là, l'année dernière. Kevin Durant est blessé. Curry est diminué. Mais il les bat dans un Game 6 qu'ils doivent prendre. Après, tu me diras, Chris Paul est aussi critiqué. Bizarrement, c'est la même bande. Tout le monde te dira, Chris Paul n'a jamais pu franchir le cap pour arriver en finale NBA avec ses équipes. Pourtant, il en a eu des équipes quand même sérieuses. Ouais, surtout aux Clippers. Donc, une fois, oui, je parlais des Clippers surtout. Donc, une fois, c'est Harden qui les élimine. Ouais. En 2015, quand les Clippers passent enfin les Spurs, Harden les attrape en demi-finale de conférence et leur dit stop. Ouais. Et c'est Harden qui les attrape. Hein. Ceux qui veulent voir cette série peuvent aller revoir cette série. Ce que Harden a fait face aux Clippers, c'était du venez voir. Et c'était pas n'importe quel Clippers. Ouais. C'était du Griffin avec DeAndre Jordan et tout. Donc, moi je dis juste, Harden a un problème en playoff. C'était face. Maintenant, il se retrouve dans une configuration autre. Il y a encore de la concurrence. Ce n'est pas comme si les Warriors sont partis, il n'y a rien eu. Quand tu vois les Lakers, les Clippers, quand tu vois Dallas, quand tu vois Denver, parce que le Denver Lakers, ce soir, j'ai acheté mes popcorns spécialement pour ça. Ouais. Mais quand tu vois ça, tu te dis, il y aura encore, ça va être chaud, mais tout cela, ils doivent savoir tous que pour éliminer les Rockets de Houston, il va falloir avoir au minimum le niveau des Warriors. Parce que c'est ce niveau-là qui a réussi à éliminer James Harden. Parce que quand lui, il a attrapé Utah, le Utah qui a fait peur à OKC, il les a tapés 4-1. C'était 4-0 une saison, 4-1 une autre saison. C'était du balayage. Tout ce qu'il a attrapé, il les a civilisés. Comme on dit chez nous, il les a fouettés. Ouais. C'était une formalité pour eux. Sauf que, arrivé sur le mur jaune-bleu, il s'est écroulé. Ouais. Et ce qui est déçu, c'est qu'il aurait pu faire mieux par rapport à ce qu'on pense de son potentiel. Mais j'ai envie de dire aux gens, même LeBron James aurait pu faire mieux face à ces Warriors. Le meilleur joueur de la décennie n'a pas pu les battre comme ça. Le meilleur joueur de la décennie il n'a même pas pris 2 games. Les deux dernières années, il n'a même pas pu prendre 2 games face à eux. Il a jeté les armes. Donc Harden est même arrivé au Game 7.
C'est pas que Tu, on veut tu, tu, dire, tu rassures les fans des Warriors pour leur dire, des Rockets, pardon, pour leur dire, genre, ne vous mais inquiétez attention pas. aux Rockets, parce que aussi, les Warriors n'avaient peut-être pas sur leur route les Clippers qu'on voit cette année-là. Et les Lakers qu'on voit cette année-là. Donc Harden doit aussi se dire ça que c'est vrai que les Warriors étaient forts, mais est-ce que les Warriors auraient pu enchaîner Clippers demi-finale de conférence et Lakers finale de conférence indemne? J'ai un doute. Ouais. J'ai un doute. Pour te C'est dire pas quand faux. je vois les C'est pas Clippers faux. la jouer. Maintenant, je dis juste, Harden aussi fait partie de ceux qui vont faire peur aux autres. Paul George est dans une équipe qui fait peur, mais Paul George a le même problème que Harden en playoff. Mais lui, c'était LeBron James qui était son bête noire. On va le dire, bientôt ça va remonter à la surface. On va dire, Paul George, toi-même en playoff, tu n'as pas foutu grand-chose. Même avec Westbrook, c'est un rookie qui vous a éliminé. Ouais. Non, plutôt c'est... Donc, tu restes plutôt rassurant quant au paradoxe James Harden. Missy? Oui, non, je suis plutôt rassuré, je me dis, je l'attends cette année. Missy a souvent eu des mots durs face à James Harden. Non, je dis, c'est même pas une question de mots durs. C'est que je dis, même dans quand il est à OKC et qu'ils s'en vont en finale en 2012 face à Miami, on sent quand même que James Harden, à l'époque, il est 6e homme. On se dit, s'il en fait quand même un peu plus, ils peuvent espérer des choses. Mais le problème de James Harden, on l'a dit, c'est les playoffs. Quand vous faites prise à 2 sur lui, quand il est loin de vous, il peut vous mettre un tir à 10 mètres. Il fait ça très bien, comme Steph Curry peut le faire. Il a cette capacité-là. Mais sauf qu'en playoff, James Harden, vous pouvez pas lui laisser tout seul. Donc vous pouvez être prise à 2 sur lui. Quand vous faites prise à 2 sur quelqu'un qui est pour moi actuellement là, qui est sans doute le meilleur joueur de cette ligue en 1 contre 1. Mais le 1 contre 1 a ses limites quand viennent les playoffs. Et c'est là alors que quand on regarde, c'est aux playoffs de toute façon où on désigne les meilleurs joueurs. Hein. Les Kevin Durant, on les a désignés par rapport aux playoffs. On les a pas désignés simplement par rapport aux saisons régulières. C'est votre capacité à apporter votre équipe aux playoffs. C'est ce qu'on a vu dans les équipes dans lesquelles Kawhi Leonard est passé. C'est pour ça que quand on se dit Kawhi Leonard dans une équipe en bonne santé, lui-même en bonne santé, dans une équipe aux playoffs, vous misez quand même un peu plus sur Kawhi que sur James Harden. Déjà parce que Kawhi sait faire beaucoup plus sur un terrain. La défense de James Harden est inexistante. Quand il prend un tir quand il a prise à 2, il va vous prendre un tir, mais si jamais il le met pas dedans, c'est pas lui qui va forcément prendre le rebond. Il faut organiser votre équipe à ce qu'elle puisse jouer en se disant, il y a peut-être une prise à 2 sur Kawhi, et il y a peut-être une prise à 2 de Kawhi sur James Harden, parce que ça va vite venir. Et les deux équipes-là de Los Angeles que je vois cette année, elles sont défensivement bonnes, elles sont bien meilleures que par exemple les Rockets. Les Rockets vivent et meurent du tir. Quand vous vivez et mourrez du tir, vous n'avez pas de plan B. Et le problème, la chance qu'a surtout les Clippers, c'est que je crois, si je dis pas de bêtises, ils ont tout simplement le meilleur banc de cette ligue. Et maintenant, les meilleures équipes de cette saison, qu'on voit telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est des équipes qui ont en particulier des défenses extrêmement resserrées. Même comme nous sommes dans un début de saison où on voit beaucoup de belles choses, parce que les équipes commencent tout de même à faire attention à leur défense. On le voit par rapport aux Sixers qui ont perdu quelques matchs ces derniers temps-ci. Ils reviennent aussi par la défense. Dans le même temps, on voit une équipe comme Utah qui a énormément de mal. La défense est mise à mal aussi. Ils encaissent.
Donc moi, ce que je dis de James Harden, c'est très très bien. Le paradoxe va demeurer maintenant. Ce qui vient,